Bienvenue à tous pour un nouveau chapitre de notre exploration. On plonge à nouveau dans l'affaire JFK. Encore une fois. Comme toujours dans « Qui a tué JFK ?» On s'attaque aux zones d'ombre. Avec un regard critique, bien sûr. Journalistique avant tout, on a reçu des documents, des témoignages, beaucoup de choses. Et franchement, il y a matière à réflexion. On va décortiquer tout ça ensemble. Des contradictions, Des plus flagrantes. aux théories les plus, disons, controversées, pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion, bien entendu. C'est un dossier passionnant, on peut le dire. Complexe aussi. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Où chaque détail peut avoir son importance. Prenons la blessure à la tête de JFK par exemple. On a des descriptions, c'est le mot qu'on puisse dire, troublantes. Ah oui. Divergentes aussi. Entre les médecins de Parkland, ceux qui l'ont pris en charge en premier, et le rapport d'autopsie officiel, il y a un décalage. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intriguant. D'un côté, les médecins de Parkland qui parlent d'une blessure importante à l'arrière du crâne, et de l'autre, le rapport d'autopsie qui la situe là devant. Deux versions qui semblent presque incompatibles. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est frappant, c'est que de nombreux témoins oculaires appuient la version des médecins de Parkland, Clint Hill par exemple. L'agent des services secrets. Oui, celui qui s'est précipité sur la voiture présidentielle après les coups de feu, il a décrit une large blessure béante à l'arrière de la tête de Kennedy. Difficile d'ignorer un tel témoignage. Et il y a aussi ce témoignage troublant, celui de Gerald Custer. Le technicien radiologue. Exactement. Il affirme avoir vu une radiographie du crâne de Kennedy, montrant des fragments métalliques. Au niveau de la zone C3, C4 du cou. Imaginez, cette radiographie aurait disparu par la suite. C'est ce qu'il affirme. Disparu. C'est troublant. S'il existe cette radiographie, elle pourrait tout remettre en question. La trajectoire de la balle fatale. Déjà, elle accréditerait la thèse d'un tir venant de l'avant, et non de l'arrière, comme le soutient la version officielle. C'est une sacrée différence. Absolument. Un tir de l'avant, on est en plein dans les théories du complot. C'est une possibilité, en effet. D'ailleurs, en parlant d'éléments controversés, vous avez mentionné le film Zapruder. Cette fameuse séquence, filmée par Abraham Zapruder, un amateur, qui a capturé l'assassinat. Des images qui ont fait le tour du monde. Ah, le film Zapruder. Une pièce maîtresse du dossier. On ne peut pas le nier. Mais qui soulève aussi beaucoup de questions. Ah bah. Son authenticité, par exemple, est remise en question par certains chercheurs. Ils pointent des anomalies dans l'image, des sauts de séquence, des mouvements qui paraissent incohérents. On parle quand même d'un film amateur tourné dans des conditions difficiles. Certes, mais les doutes persistent. D'ailleurs, pourquoi la famille Zapruder refuse de rendre public le film original? Qu'est-ce qu'elle cache? Bonne question. David Lifton, un chercheur reconnu sur l'affaire JFK, a même proposé une grosse somme d'argent pour examiner le film original. Et S'il n'y a rien à cacher, pourquoi refuser d'Ofolish? c'est étrange. Disons que cela entretient le mystère. Le mystère et le doute. Et puis, il y a cette théorie fascinante et pour le moins controversée d'un deuxième Lee Harvey Oswald. Difficile de ne pas être interpellé par les arguments avancés par certains chercheurs. Oui, c'est une théorie qui a ses adeptes. Des témoignages qui placent un faux Oswald à différents endroits, à des moments clés. John Elrod, par exemple. Qui sait? Il affirme avoir partagé une cellule avec Oswald à Dallas. Sauf que les rapports du FBI contredisent cette affirmation. Alors Elrod demande le FBI. Oui, la famille Budreau, par exemple. Ils disent avoir rencontré un homme ressemblant étrangement à Oswald dans le Wisconsin, quelques mois avant l'assassinat. Le Wisconsin, Kamazere. C'est à l'autre bout du pays. C'est ce qui rend le témoignage intéressant. Troublant, oui. Et ces témoignages s'ajoutent à d'autres incohérences dans le parcours d'Oswald. Ses voyages à l'étranger, ses liens avec Cuba, l'Union soviétique. Un personnage complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Si cette théorie était vraie, si un deuxième Oswald existait, Ça voudrait dire que le vrai assassin de Kennedy court toujours. c'est une possibilité. On est presque dans un film d'espionnage. L'enquête officielle sur Oswald laisse beaucoup de questions sans réponse, c'est certain, des pièces du puzzle qui manquent, d'autres qui ne s'emboîtent pas. Alors, comment on fait pour s'y retrouver? On pourrait commencer par ces incohérences dans le parcours d'Oswald. Qu'est-ce qui était la thèse d'un deuxième Oswald? Quelles sont ses faiblesses? Analysons les faits ensemble. L'hypothèse d'un deuxième Oswald, oui. Elle repose beaucoup sur des témoignages, des récits qui, disons, troublent la chronologie officielle. Reprenons la famille Budreau, par exemple. Ceux qui ont rencontré un sosie d'Oswald dans le Wisconsin où était. Oui, quelques mois avant l'assassinat. Un homme qui lui ressemblait, accompagné d'une femme et d'un enfant. Le Wisconsin, c'est loin d'Alazay. Des centaines de kilomètres, oui. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas?
selon les partisans de cette théorie qu'est. Certains parlent d'une opération, une mise en scène pour brouiller les pistes, créer une confusion autour d'Oswald. Oswald marionnette, en quelque sorte, manipulé par on ne sait qui est. C'est l'idée, oui. On retrouve cette idée d'une manipulation dans d'autres éléments du dossier. Son voyage à Mexico, par exemple? Ah oui, quelques semaines avant l'assassinat, il aurait rencontré des agents cubains soviétiques. Mais les détails de ces rencontres, c'est flou. On ne sait pas vraiment ce qui s'est dit. C'est ça. Certains pensent que c'était une mise en scène, pour le faire passer pour un communiste fanatique. Une couverture Z. Oui, son passage à l'ambassade soviétique à Mexico, par exemple, il aurait voulu récupérer son visa. Mais était-ce vraiment son idée qu'on voit? Ou une manipulation tacite? Difficile de savoir. Et les témoignages sur son comportement à Mexico, ils sont contradictoires. Agité pour certains, calme et maître de lui pour d'autres. C'est comme si on avait deux Oswald différents. Exactement. Le personnage solitaire, instable, décrit par les autorités. Et cet homme capable de voyager, de rencontrer des agents étrangers, de fondre dans la masse. Deux visages là. On pourrait le dire. Et puis, il y a ses contacts avec les autorités américaines, avant et après son retour d'Union soviétique. C'est troublant. Dans quel sens? Surveillé, mais en même temps protégé. Comme si on le manipulait à un niveau supérieur. Donc, si on suit cette logique, Oswald n'était qu'un pion, Un pion, oui, dans un complot plus vaste. avec des forces qui restent dans l'ombre. Exactement. Mais qui sont ces forces? La CIA, la mafia, le gouvernement américain, l'UML. On est en plein dans les théories du complot. Mais des théories qui ont parfois un fond de vérité. C'est possible. Ce qui est certain, c'est que l'hypothèse d'un deuxième Oswald, si elle était confirmée. Elle ouvrirait des portes. Des portes, oui, des scénarios inimaginables. Le vrai assassin de Kennedy, encore en liberté. L'histoire officielle de l'assassinat, une imposture. On n'en est pas là. Au-delà du cas Oswald, il y a d'autres éléments troublants. Le témoignage de James Stake, par exemple. Blessé par un éclat de balle sur le trottoir. Oui, alors qu'il était à bonne distance du cortège présidentiel. Un témoignage qui suggère un deuxième tireur, ce qui contredit la version officielle du tireur unique. Et les hommes en noir. Ah oui, ces hommes suspects vus à Dealey Plaza avant et après l'assassinat, des costumes sombres, des lunettes de soleil. Des agents secrets, des complices. On ne sait pas. Leur présence soulève des questions sur la sécurité du président, sur le rôle des services secrets. Était-il au courant de quelque chose? On est face à un véritable labyrinthe, des pistes contradictoires. Des zones d'ombre, comment s'y retrouver? Comment distinguer le vrai du faux? C'est la difficulté, oui. Faut-il se contenter de la version officielle ou explorer d'autres pistes, aussi troublantes soient-elles? La vérité est peut-être ailleurs. Il faut garder l'esprit critique. Analyser les faits, sans rejeter d'emblée les théories qui dérangent. On parle quand même de l'assassinat d'un président. Un événement qui a marqué l'histoire. Et le contexte politique de l'époque, il ne faut pas l'oublier. La guerre froide, la crise des missiles de Cuba, Kennedy avait des ennemis. aux États-Unis et à l'étranger. Sa politique envers Cuba, par exemple. Son opposition à Castro. Ça a pu lui valoir des ennemis puissants. Et ses tentatives de limiter l'influence de la CIA. Des tensions au sein même du gouvernement américain. Oui, et le Vietnam. Kennedy envisageait de retirer les troupes américaines. Ce qui n'a pas plu à tout le monde. Aux militaires, aux industriels. Sa mort a servi certains intérêts. C'est indéniable. On se retrouve avec un faisceau de pistes, Des intérêts divergents. des secrets d'État, qui a vraiment profité de la mort de Kennedy, qui tirait les ficelles des mains. Mystère. Un puzzle complexe. Mais n'oublions pas l'essentiel, la vérité et la justice pour John F. Kennedy. Et pour avancer dans cette quête, il faut se pencher sur les aspects techniques. Les analyses balistiques. Les rapports d'autopsie. Les armes à feu. Vous avez apporté des documents. Des documents, oui, qui peuvent nous éclairer. Prenons le fusil Madliche Carcano, par exemple, retrouvé au Texas School Book Depository. L'arme du crime, selon la version officielle. Un fusil qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains experts en balistique ont des doutes sur sa capacité à tirer 3 coups aussi rapidement. Le mécanisme du fusil, la vitesse de rechargement, la précision des tirs, autant de points qui ont été débattus, sans qu'on arrive à un consensus clair. La balle magique aussi. Celle qui aurait traversé le cou de Kennedy, puis blessé le gouverneur Connolly. Une théorie controversée. Physiquement impossible pour certains chercheurs. D'autant plus que certains témoignages évoquent des impacts de balles sur la voiture présidentielle, à des endroits incompatibles avec la trajectoire officielle. Encore des incohérences. On en trouve partout. Chaque détail, au lieu de nous éclairer, épaissit le mystère.
C'est le paradoxe de cette affaire. Plus on cherche, plus on se heurte à des contradictions. Mais c'est ce qui la rend fascinante. Non. Une énigme, un défi. On en était aux aspects techniques du dossier, les preuves matérielles, les témoignages sur l'arme du crime par exemple, le fusil Mannlicher Carcano, Retrouvé au Texas School Book Depository, celui qui aurait servi à tuer Kennedy. présenté comme tel, oui. Mais comme on le disait, certains experts ont émis des doutes sur sa capacité à tirer 3 coups aussi rapidement. La vitesse de rechargement, le mécanisme. Tout ça, oui, analysé, décortiqué et débattu pendant des années. Et on n'arrive toujours pas à un consensus. Il y a aussi le témoignage de Howard Brennan. Il dit avoir vu Oswald tirer depuis la fenêtre du 6e étage. Mais sa description de l'arme. Elle ne correspond pas au fusil retrouvé. Exactement. Encore une incohérence qui sème le doute. Et la balle magique, bien sûr. Un élément central de la version officielle. Cette balle qui aurait traversé le cou de Kennedy, puis blessé le gouverneur Connally, assis devant lui. Une seule balle pour 2 hommes. C'est la théorie, oui. Mais en termes de balistique, ça pose de sérieux problèmes. Beaucoup de chercheurs disent que c'est impossible, physiquement impossible, qu'une seule balle puisse suivre cette trajectoire, causer autant de blessures. Surtout qu'on a des témoignages qui parlent d'impact de balles sur la voiture. Des impacts qui ne correspondent pas à la trajectoire officielle. On dirait que chaque détail, au lieu de nous éclairer, nous plonge un peu plus dans le mystère. Des détails, des indices, des témoignages. Parfois ils s'imbriquent, souvent ils se contredisent. C'est ce qui rend la reconstitution des faits si difficile. Un puzzle dont les pièces ne s'assemblent pas. Un puzzle incomplet. L'assassinat de JFK reste une énigme, plus de 50 ans après. C'est ça, la force de cette affaire. Mais aussi sa tragédie. On continue de chercher des réponses, d'explorer de nouvelles pistes. La vérité est peut-être là quelque part. Cachée dans un document, un témoignage oublié, une analyse scientifique qu'on n'a pas encore découverte. L'histoire n'est pas figée. On peut la réinterpréter, la questionner, la réécrire, quand on découvre de nouveaux éléments. L'assassinat des JFK, c'est plus qu'un drame. C'est un rappel. Un rappel à la vigilance, à l'esprit critique. Ne jamais accepter une version des faits sans la confronter à d'autres points de vue. Mais le devoir de mémoire, oui. On n'oublie pas. On continue de chercher la vérité. On s'interroge. On questionne les versions officielles. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'affaire JFK. J'espère que cet épisode vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à consulter les sources qu'on a mentionnées, à partager vos réflexions avec nous. La recherche de la vérité, c'est un processus sans fin, une quête qui nous concerne tous.